Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche consacré à la semaine de la haute couture. Avec des défilés pour l'automne-hiver placés sous le signe du sport, JO de Paris oblige, des créations d'exception chez Dior ou Chanel, ou encore des mannequins accrochés au mur comme des œuvres d'art chez Iris Van Herpen. Et bien sûr, pour en parler, je suis en compagnie de Pascal Mourier. Bonjour Pascal. Bonjour Louise. Alors, la semaine de la haute couture parisienne se tient habituellement début juillet, mais elle est un peu en avance à cause des Jeux de Paris. Et c'est un défilé hors norme qui en a donné le coup d'envoi. Alors, ce qu'on peut dire, oui, c'est que c'était plutôt sport cette semaine de haute couture qui suivait la mode masculine. Alors là, le show absolument incroyable, c'était le VWP, le Vogue World Paris. Et plus qu'un défilé, c'est un show. Un spectacle produit par le magazine le plus influent du monde, le magazine américain Vogue. Ce Barnum s'est produit à Paris, après New York et Londres, pour célébrer à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, un siècle de mode française. Une parade de mode noyée au milieu de 50 athlètes, artistes, mannequins. Sur la place Vendôme, les sœurs Williams croisent le basketteur Victor Wembanyama et Marie-Josée Pérec. Kendall Jenner et Gigi Hadid montent des chevaux scellés par Louise Hermès, j'imagine. Hermès, forcément. Bien sûr. Un gigantesque soft power, je pourrais même dire un show power qui affirme avec véhémence que l'axe Paris-New York fonctionne à merveille. New York pour le business et Paris pour le fun. Et ce show démesuré avait aussi des performances live de Bad Bunny et Aya Nakamura à la hauteur de ce qu'avait imaginé la célèbre rédactrice en chef du magazine Vogue américain, Anna Wintour. On va l'écouter et regarder encore quelques images. Évidemment, nous sommes ici pour célébrer les merveilles de la mode française. Et je suis donc reconnaissante à la communauté française, au monde de la mode ici à Paris, à la mer et à tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette initiative. Et voilà pour ce show assez exceptionnel. On va passer au défilé Dior auquel ont assisté notamment, là encore, la joueuse de tennis américaine Venus Williams ou encore la chanteuse Jennifer Lopez. Et avec là aussi un hommage au sport et aux Olympiades. Pascal, qu'est-ce que vous avez pensé de ce défilé Dior ? Alors, Dior, c'est LVMH. LVMH a injecté 150 millions d'euros dans les Jeux Olympiques de Paris. Alors forcément, chez Dior, on va parler sport. Et puisque c'est Maria Grazia Chiuri qui s'occupe de Dior, l'intention va être féministe. Aujourd'hui, elle met en valeur les mosaïques de l'artiste américaine Faith Ringgold. Elle en a tiré 30 images géantes de femmes en pleine action sportive. Basketball, skateboard, athlétisme. À l'origine, il s'agissait de décors réalisés pour le métro de Los Angeles. On voit sur les images. Mais Louise, maintenant parlons chiffon. L'élément de cette collection qui était le plus marquant, c'est le péplum, le châle, la tunique qui était portée dans l'Antiquité. Ce vêtement est vu par Maria Grazia Chiuri comme un élément de pouvoir, de véritable pouvoir. On va écouter Golshifteh Farahani et Laetitia Casta. Oui, lorsqu'il n'est pas utilisé de manière, agressive, comme on peut imaginer le pouvoir, mais plutôt avec l'élégance, la poésie, tout ce qui est créatif a un pouvoir effectivement sur nous, les êtres humains. La beauté a toujours un pouvoir de faire du bien. Je crois que la beauté, c'est toujours du pouvoir. Et haute couture, quand même, c'est l'art. On porte des œuvres d'art. Et ça, pour moi, comme quand je vais à un défilé haute couture comme ça, on dirait que je vais dans un musée pour regarder vraiment les œuvres d'art et ça me plaît beaucoup. Voilà pour le défilé Dior. Alors, autre couturier, toujours inspiré par les athlètes, Pascal, c'est l'Américain Thom Browne, qui lui avait carrément organisé une épreuve de tir à la corde sur son podium. Alors, dites-nous-en un petit peu plus sur ce défilé, Pascal.
Alors Thom Browne, l'américain Thom Browne, comme la compétition sportive, c'est le dépassement de soi, la recherche de la démesure des démesures. Thom Browne le dit tout net, la haute couture, c'est les Jeux Olympiques de la mode. Alors il puise de ci, de là, quinca, il picore des éléments de l'univers des Jeux Olympiques, il détourne, il mélange les genres. Alors, on peut y voir aussi le désir pour les hommes d'affirmer leur part de féminité. Ça, c'est bien. Chez Thom Browne, le message passe à travers ce que l'on peut clairement appeler, encore une fois, une œuvre d'art. On passe à Chanel et c'était, il faut le noter, le dernier défilé avant le départ de la directrice artistique de la maison, Virginie Viard, qui avait, on s'en souvient, succédé à Karl Lagerfeld en 2019 après sa mort. À l'Opéra Garnier, on a vécu la fin d'une époque. Et j'ai vraiment honte de le dire, Louise, mais c'est terriblement excitant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le défilé, on passe vite à une atmosphère lugubre, extrêmement lugubre. En fait, Virginie Viard n'aurait pas vraiment participé à sa dernière collection. C'est le studio qui a tout fait. Alors peut-être qu'elle était vexée de s'être faite virer comme une malpropre. Enfin bref, le studio a fait le boulot. Et qu'est-ce qui est excitant aujourd'hui ? Eh bien, c'est de savoir qui maintenant va prendre les rênes de la maison. Je vous pose la question, Louise. Bon, alors moi, je ne suis pas parmi les initiés, mais je crois qu'on parle beaucoup d'Hedi Slimane. Ça peut être lui, ça peut être lui. Effectivement, c'est une rumeur immense, mais ça peut être aussi un des Gucci Man, tous ces directeurs artistiques assez flamboyants qui se sont succédés dans la maison Gucci. Je pense que dans quelques semaines, voire quelques mois, on aura la réponse. L'avenir nous le dira en effet. On va s'intéresser à présent à un autre défilé, Pascal, qui lui a eu lieu en marge de la semaine de la haute couture. Ça s'appelle Africa Fashion Up. La 4e édition s'est tenue au musée du Quai Branly ici à Paris. De quoi s'agit-il, Pascal ? Alors, tout d'abord, c'est un événement France Média Monde. Oui, on est partenaire, cool. Tout à fait. Alors, en fait, c'est une soirée spectacle pour mettre en lumière la création africaine et sa diaspora. Pour les esprits créatifs, pour ces esprits créatifs, il faut des aides, il faut des appuis, il faut des investissements, il faut des business plans solides. Ça, c'est compliqué. Et alors, il y a aussi plusieurs prix qui ont été décernés. Parmi plus d'une centaine de candidats, le prix Best of Africa, le grand prix, a été attribué à Rich Mnisi. Il est sud-africain. Alors, sa marque se définit comme engagée et provocatrice. Il met en avant la communauté LGBTQIA+. Et regardez cette image. Dans les tribunes, dans le public, j'ai même entendu des jeunes filles chuchoter « Oh, regardez, on dirait un ange de la télé-réalité. » Ça, c'est terrible. Alors, il a quand même... Mais non, on va l'écouter tout de suite, parce que c'est important d'écouter les créateurs sud-africains. On écoute Rich Mnisi, évidemment. L'ADN de ma marque repose sur les valeurs de ma famille et l'héritage de la tribu Tanga dont je suis issu. Il y a beaucoup de motifs, nous jouons avec les proportions et les couleurs, c'est ancré dans nos racines. Nous fabriquons à la fois des meubles et des articles de mode, toutes les collections sont donc liées entre elles. Notre emblème est le serpent, qui représente la dualité. On en voit partout en Afrique du Sud. C'est un animal intimement lié à l'histoire de notre pays. Et notre marque est très consciente de son héritage sud-africain. Voilà, et à la clé de ce Grand Prix Africa Fashion Up, il y a un mentorat dans l'école de commerce HEC et avec la maison Balenciaga, et les collections de Rich Mnisi seront disponibles aux Galeries Lafayette. On lui souhaite plein de succès. Et puis quand on voit le prix du mètre carré aux Galeries Lafayette, on se dit que c'est un très beau prix. Très beau prix. Alors en parlant de diversité, Pascal, l'inclusion et l'universalisme étaient les deux thèmes au cœur du défilé signé Pharrell Williams pour Louis Vuitton. C'était lors de la semaine de la mode masculine qui vient de s'achever ici à Paris. Alors le fait marquant, véritablement marquant de cette collection, c'était que les mannequins étaient en très grande majorité noirs ou métissés. Pourquoi ? 85% vous disiez. À peu près, oui, entre 80 et 85%. Alors pourquoi ? Parce que tout basiquement, et en termes de business, il y a un marché à conquérir. Alors, c'est ça qui est formidable, et c'est ça qui donne une énergie et une force absolument considérable, et ça change totalement l'image même de la mode. Ça, c'est formidable. Alors, je vais quand même faire mon grognon. Quand le studio est venu saluer, ou plutôt se faire saluer par Pharrell Williams, on ne peut pas dire que la scène brillait
par sa diversité. Non, il y a encore Mais les choses vont changer. Il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. On va terminer justement avec celle qu'on a longtemps surnommée la panthère noire de la mode, Naomi Campbell, mannequin protégée d'Yves Saint-Laurent et première top modèle noire à avoir fait la couverture de l'édition française de Vogue en 1988. Une exposition lui est consacrée au Victoria and Albert Museum de Londres. On y découvre une sélection de vêtements portés à des moments clés de sa carrière et signés des différents couturiers qui ont jalonné son parcours très rare dans les médias. Naomi Campbell s'est exprimée à la télévision à cette occasion. On va tout de suite l'écouter. En tant que femme noire, oui, j'ai dû relever un certain nombre de défis. Pour moi, ça finit par devenir un mode de vie, une sorte de conditionnement. Vous vous conditionnez au fait que vous allez devoir faire face à ces défis au point de les anticiper en quelque sorte. Vous devez d'être proactif pour éliminer le problème. Et au fil du temps, j'ai compris que je savais gérer les choses de cette façon, comme si je les voyais venir. J'allais trouver un moyen de les contourner, de les dépasser, de m'en sortir. Et c'est ce que j'ai fait. On va terminer, Pascal, avec la créatrice néerlandaise Iris van Herpen, qui, alors, elle avait carrément accroché ses mannequins au mur, c'est ça? Elle s'appelle les sculptures aériennes. Iris van Herpen, pour cette collection, se fait entomologue. Mais elle n'a pas choisi d'étudier les insectes. Elle a posé son regard affûté comme un katana sur la position des femmes dans la société. Et c'est magnifique. C'est magnifique et c'est surprenant. C'est ça aussi la mode. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous parler de cette semaine de la haute couture parisienne. À très bientôt, bien sûr. Merci, Louise. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec le défilé chic et festif du couturier français Alexis Mabille qui avait choisi le célèbre cabaret parisien Le Lido pour présenter ses dernières créations et avec une apparition surprise de Dita Ventis. Vous allez le voir, tout enivré de champagne. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Pretend you're Superman.